Des pyramides aussi anciennes que celles d'Égypte. Un gigantesque système d'irrigation comme à Babylone. Édifié il y a plus de 5000 ans dans l'actuel désert péruvien, Caral est la plus vieille cité du continent américain. Sous la menace permanente des tremblements de terre, cette culture a inventé les premières techniques de construction antisismique, encore en usage de nos jours. Des civilisations postérieures reprendront ces innovations, comme celles des Nazca ou des Incas. Qui étaient les habitants de cette cité? Comment vivaient-ils? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu après un millénaire d'une existence glorieuse et éclatante? Même durant la saison sèche, emprunter la piste rocailleuse qui mène à Caral est une expédition qui n'est pas sans danger. L'archéologue Julio Bendesu Sarmiento effectue des fouilles pour le compte du Musée de l'Homme à Paris. Spécialiste des grandes cultures anciennes des zones arides, il s'intéresse notamment à leur technique d'irrigation. La cité ancestrale se situe à 200 km au nord de Lima, l'actuelle capitale du Pérou. Le pays s'étend entre l'océan Pacifique et l'Amazonie. Il est traversé du nord au sud par la cordillère des Andes. Ces montagnes abritent la source du Rio Supe, fleuve qui se faufile à travers le désert côtier avant d'aller se jeter dans l'océan. C'est dans sa vallée fertile qu'a été fondée la cité sacrée de Caral, qui donnera naissance aux ports d'Aspero et de Vichama. Sans le fleuve, pas d'agriculture et d'urbanisation dans la région. En l'absence de pluie, il constitue le seul moyen d'irrigation pour les champs. Mais de temps à autre, cette bénédiction se transforme en un monstre mortel. Le Soupé emporte tout ce qui vit sur son passage, submerge les terres cultivables et engloutit les récoltes. Voilà pourquoi les habitants de la région ont construit leurs maisons et leurs temples sur les terrasses rocheuses qui surplombent la vallée. Les fouilles de Caral et de ses deux ports satellites débutent en 1994. Les découvertes qu'elles réservent feront grand bruit dans le monde scientifique. Les archéologues mettent au jour une ville tentaculaire de 66 hectares, qui se compose de 6 temples pyramidaux et de vastes quartiers résidentiels. En 2009, le site est inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Il continue d'être étudié en de nombreux endroits. C'est principalement dans les zones résidentielles populaires que les archéologues espèrent en apprendre davantage sur le quotidien de l'époque. Daniel Maita, le chef du camp, s'intéresse notamment au type de société des Caralinos, les habitants de Caral. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Dis-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes en train de fouiller toutes les maisons de cette partie de la cité. Nous fouillons une habitation individuelle et nous nous trouvons au milieu du patio. Ces logements étaient occupés par des familles de rang inférieur. Les personnes de haut rang habitaient là-bas, sur cette pyramide beaucoup plus haute, dont les murs sont constitués de pierres aux dimensions bien supérieures. Tu vois cette couche noire de cendres? Elle nous renseigne sur leurs habitudes alimentaires. Ils consommaient les mêmes produits agricoles que ceux que nous mangeons de nos jours. Des pommes de terre, des patates douces, des haricots et du piment, entre autres. Le vent chaud et sec du désert soulève jour et nuit la poussière, ce qui rend la respiration difficile.
mais le jeu en vaut la chandelle. Des années d'un travail de fourmi ont permis aux archéologues de découvrir la clé du succès de cette cité millénaire. Nos recherches ont montré que la hiérarchie sociale était horizontale. Il n'y avait ni très riches ni très pauvres. Les récoltes étaient réparties entre tout le monde. Voilà comment les choses fonctionnaient à Caral il y a 5000 ans. L'archéologue et anthropologue Ruth Shadi Solis a été la première à comprendre l'importance extraordinaire de Caral. Bien que ses hypothèses aient été longtemps mises en doute, elle ne s'est pas laissée démonter. Mon père voulait connaître toutes les cultures du Pérou. Il était fasciné par leur diversité. Il disait « Regarde comment étaient les sociétés de nos ancêtres. Regarde les édifices qu'ils ont construits et compare avec la manière dont vivent actuellement les Péruviens. » Voilà comment s'est développé mon intérêt pour l'archéologie. Ma mère disait qu'on ne me donnerait pas de travail dans ce domaine parce que j'étais une femme. En 2020, elle intègre pourtant la liste des 100 femmes les plus inspirantes et influentes du monde selon la BBC. À Caral, elle dirige l'un des plus gros sites de fouilles du Pérou. Et son équipe se compose de nombreuses femmes. Tu vas travailler uniquement sur cette partie du mur ou sur l'ensemble? Sur tout le mur, parce qu'il est en mauvais état. L'équipe a découvert des détails étonnants sur la structure sociale des Caralinos et leurs techniques de construction. Caral a été le berceau d'une civilisation qui s'est développée pacifiquement durant un millénaire. Elle a amassé des connaissances pour résoudre les problèmes qu'elle rencontrait. Dans les profondeurs de la Terre guette un danger mortel. La côte péruvienne est située sur la ceinture de feu du Pacifique. La plaque océanique de Nazca s'enfonce sous la plaque continentale sud-américaine, ce qui entraîne des remontées de lave dans les volcans ainsi que des tremblements de terre. Face à ces menaces, les habitants de Caral ont dû trouver des solutions pour se protéger. Ils ont réfléchi à des techniques architecturales parasismiques. Ils ne construisaient jamais de parois très longues, mais plutôt des murs en quinconce, ce qui permettait d'entraver les ondes sismiques pour éviter qu'elles ne se propagent dans tout le bâtiment. Pour les édifices cultuels, il recourt à des orthostates, des blocs de pierre plantés à la verticale et qui confèrent une plus grande stabilité à la structure. Et ce n'est pas tout. Cette place est construite avec des pierres taillées quadrangulaires, jointes par une grande quantité d'argile. L'acoustique y est vraiment exceptionnelle. Il fallait pouvoir entendre très distinctement ceux qui officiaient dans cette pyramide. Julio Bendesu Sarmiento veut se rendre compte par lui-même du savoir-faire des acousticiens de l'époque. Le résultat est impressionnant. Une très bonne acoustique. La plus grande pyramide mesure 28 mètres de haut et recouvre l'équivalent de 4 terrains de football. Au moment de son édification, il n'existait aucun monument comparable sur tout le continent américain. Les pyramides de Teotihuacan, au Mexique, ne seront érigées que 3000 ans plus tard. Les instruments de musique et les drogues hallucinogènes retrouvés au pied de celles de Caral indiquent qu'on y célébrait des fêtes rituelles. De là-haut, on dispose d'un point de vue stratégique sur l'ensemble de la ville et les activités de tout le monde. Au temps de sa splendeur, Caral comptait 3000 habitants. Tous les bâtiments datent de la même époque. Les premiers se trouvent ici.
Où sont les morts? Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas encore découvert le cimetière de la ville. Nous avons seulement exhumé les ossements de 200 défunts, mais il s'agissait de personnes sacrifiées durant la construction de la pyramide. La population de la cité augmentant, l'agriculture ne suffit bientôt plus à l'alimenter. Heureusement, il existe une source de nourriture inépuisable non loin de là. L'océan Pacifique. Le courant de Humboldt emporte jusque sur la côte péruvienne les eaux arctiques pleines de plancton qui régalent de nombreux gros animaux marins. Ces zones poissonneuses constituent un paradis pour les pêcheurs. C'est dans cette baie sauvage qu'a été fondée la plus importante colonie côtière de Caral, Aspero, une ville de pêcheurs. Aujourd'hui, une haute dune de sable sépare ces vestiges de Puerto Supe, le port moderne. Des fouilles ont montré que les habitants de Caral voyageaient sur des milliers de kilomètres le long de la côte jusqu'à l'actuel équateur à bord de bateaux en jonc. Aspero est situé à une trentaine de kilomètres en aval de Caral, soit une journée de marche sur ce terrain accidenté pour une caravane de lamas. De nos jours, Aspero n'est plus directement au bord du Pacifique. L'archéologue allemand Max Uhle a exploré le site en 1905, mais ses premières fouilles sont rapidement tombées dans l'oubli. Il faudra attendre près d'un siècle pour qu'elle soit reprise par Ruccia di Solis. Dans l'intervalle, l'endroit a accueilli une décharge municipale. Les bâtiments étaient entièrement recouverts de sable apporté par les vents et de ce fait, ils ont été protégés. De nouvelles pyramides ne cessent d'être mises au jour. C'est David Palomino qui dirige l'équipe de fouilles. Peu à peu, on découvre que les bâtiments d'Aspero ont 5000 ans et datent de la même époque que Caral. Il ne fait désormais plus aucun doute que les deux sites faisaient partie d'une même culture. De nouvelles découvertes viennent confirmer les hypothèses des archéologues. Nous réalisons des fouilles entre l'édifice principal de la ville d'Aspero, le temple des idoles, et le haut temple, qui a malheureusement été dynamité au milieu du XIXe siècle. Peut-être pour y chercher un trésor. Le monumental temple des idoles est la pyramide la mieux conservée de la ville portuaire. À quoi servait-il? C'était le lieu de toutes les activités politiques, administratives et surtout religieuses. L'une des spécificités de ces bâtiments, c'est l'emploi de nombreuses chicras, qui permettaient aux bâtiments de résister au séisme. Des restes de cordelettes sortent un peu partout des murs de la pyramide. Il s'agit d'éléments d'une invention architecturale révolutionnaire dont le principe technique est encore utilisé dans la construction des ponts modernes. Ces sacs contiennent des pierres de grande et de petite taille, comme on peut le voir ici. Ils formaient des sortes d'amortisseurs. On en retrouve dans tout le temple des idoles. Cela prouve qu'il y a 5000 ans, les populations d'Aspero et de Caral connaissaient déjà ce système antisismique composé de sacs, connu sous le nom de chicras. Sans cette innovation, les murs de nombreux temples se seraient écroulés. Elles sont toutes extrêmement bien conservées. La plupart de ces cordelettes sont faites de joncs et de roseaux, des plantes qui poussent dans les zones marécageuses voisines des centres urbains comme Aspero ou Caral. Bien que les pyramides aient essuyé de nombreux tremblements de terre,
elles n'ont pas subi trop de dommages. Au cours des fouilles, nous avons trouvé des restes d'animaux marins dont se nourrissait la population d'Aspero. On a ici tout un tas de restes de mollusques et de poissons, en grande partie des anchois péruviens. C'était le produit marin le plus consommé à Aspero. La lagune voisine est aujourd'hui une réserve naturelle pour les amphibiens et les oiseaux aquatiques de toutes sortes. 2 fois par an, les oiseaux migrateurs y font escale au cours de leur long périple de milliers de kilomètres vers le nord ou le sud. La matière première des chicras continue de pousser dans ces anciennes baies aujourd'hui ensablées. Comme ces roseaux n'absorbent plus d'humidité une fois coupés, ils sont particulièrement adaptés pour la construction des murs ou du toit des maisons. Durant des millénaires, on s'en servait également pour fabriquer les bateaux de pêche. Une fois séché, cette quantité de jonc que je tiens se vend 5 à 7 soles. Les coupeurs de roseaux gagnent environ 1,50 € de l'heure. La technique de coupe est ancestrale. Chaque fagot pèse 100 kg. C'est le poids traditionnel par porteur. Avant d'être vendus, les joncs vont devoir sécher plusieurs jours au soleil jusqu'à ce qu'ils aient la rigidité voulue. De nos jours, la concurrence des produits en plastique est rude. Mais une coopérative de Medio Mundo, un village voisin, résiste. Des artisans y perpétuent la tradition de la teinture des joncs et de la confection de corbeilles, une activité qui les relie à leurs ancêtres. L'atelier est un lieu de rendez-vous et de sociabilisation pour les femmes du quartier. On y échange des astuces et on se raconte les dernières nouvelles. Les tresseuses expérimentées montrent aux plus jeunes comment s'y prendre et transmettent ce savoir-faire ancestral de génération en génération. En 1532, les conquistadors espagnols arrivent au Pérou et s'emparent du pays. Avant cela, peu de choses avaient changé sur cette côte depuis 5000 ans. Les pêcheurs jetaient à l'eau leurs filets en mailles de coton avec l'espoir de faire de belles prises qui leur suffisaient généralement pour vivre. Seule ombre au tableau, la survenue régulière du phénomène El Niño. Le réchauffement de l'océan qu'il génère cause la mort des poissons et entraîne des tempêtes. Une catastrophe pour les Caralinos. « 500 km au sud de Caral, dans la vallée du Rio Ica, se trouve l'oasis de Samaca, totalement cernée par le désert. Du sommet des dunes, elle ressemble à une île fertile au milieu d'une mer de sable. Ces dernières années, un jardin luxuriant a vu le jour en plein désert. Fruits et légumes, en particulier les olives, s'y épanouissent à merveille. Il faut dire que le soleil et l'eau ne manquent pas. Ici, on cultive des produits bio pour les Péruviens, mais on s'intéresse aussi au savoir-faire des paysans précoloniaux, notamment leurs techniques d'irrigation ou de protection contre la chaleur écrasante et les vents incessants. Les agriculteurs ont par exemple dressé des palissades afin de maintenir les lamas voraces
à l'écart des fruits sucrés et nutritifs de ces prosopis centenaires. Les lamas ont pratiquement disparu des basses terres du Pérou. Comme l'alpaga, son cousin à la laine épaisse, le lama est l'emblème des hauts plateaux andins. Avant l'arrivée des chevaux et des ânes espagnols, c'était l'unique bête de somme. À Samaca, on élève des lamas adaptés à la vie dans le désert. Chini Sanchez murmure à l'oreille des lamas. Chez lui, chaque animal a un nom et semble même le comprendre. L'éleveur n'en reste pas moins prudent, car il arrive que sa femelle préférée, baptisée Blanche-Neige, lui crache aussi dessus. Les lamas sont des animaux craintifs, surtout en présence d'étrangers. Ils quittent leur enclos avec vigilance. Mais ils ne peuvent résister à l'appel du ventre et au fourrage qui les attend de l'autre côté de la grille. Les plus courageux prennent la tête du cortège et les autres leur emboîtent le pas. Des herbes sèches du désert et des restes de la dernière récolte font office de foin. Même en mangeant, les farouches animaux restent à l'affût. À Samaca aussi, humains et animaux attendent le retour des crues autant qu'ils les redoutent. Mais les eaux s'infiltrent dans le sous-sol aussi rapidement qu'elles ont monté, jusqu'à ce qu'une couche argileuse les retienne. En cas d'inondation, ce pont suspendu est l'un des rares passages praticables pour accéder à l'oasis. Pour Julio Bendesu Sarmiento, Samaca est un véritable laboratoire archéologique à ciel ouvert. Il peut y étudier la manière dont les populations ont vécu dans l'oasis depuis l'époque de Caral. En surplomb des cultures se dressent les ruines d'une pyramide cérémonielle où tout un tas d'artefacts ont été exhumés. Il renseigne les archéologues sur la culture haute en couleur des Nazca. Le climat sec de la région a conservé des statuettes en bois et des étoffes durant plusieurs millénaires. Les archives de Samaca abritent une collection d'objets du quotidien qui remonte à 2000 ans. Voici une collection de textiles représentant des motifs géométriques et zoomorphes, avec des animaux anthropomorphisés typiques de la côte péruvienne. Cette cape ornée d'oiseaux marins appartenait sans doute à un pêcheur de la région. Ces étoffes sont en laine et en coton naturel. Leurs couleurs sont encore si vives qu'on dirait qu'elles ont été fabriquées hier. La musique était un élément essentiel du monde andin. On en jouait lors des fêtes traditionnelles et probablement durant les rituels. On a des pututus, des sifflets, des flûtes de pan appelées antara, des pinquillos ou encore des quenas comme celle-ci. Elles étaient taillées dans les os d'un oiseau qu'on rencontrait ici, dans le sud du pays. Pour assurer l'approvisionnement en eau de Caral, les habitants ne s'en remettaient pas seulement aux rituels et aux processions de prière. Afin de survivre aux périodes de sécheresse, les ingénieurs ont développé une technique sophistiquée. Pour l'étudier, il faut de nos jours se rendre à 600 km au sud de Caral, à Nazca. La ville est célèbre pour ses géoglyphes,
incroyable témoin de la civilisation pré-incaïque du même nom. Afin de comprendre comment pouvait fonctionner le système hydraulique de Caral, les scientifiques étudient les puquillos, des trous en forme de spirale trouvés à Nazca. Ces ouvertures font partie d'un réseau d'aqueducs souterrains vieux de 1500 ans, qui permettait de répondre aux besoins en eau de la population et d'irriguer les cultures dans cette région parmi les plus arides du pays. Ici, on a deux canaux différents. L'un qui vient de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là. Ils font quelle taille? Ils mesurent 90 cm de haut pour 70 de large, ce qui permet à des personnes de petite taille d'y pénétrer une fois par an pour les nettoyer. Elles entrent par ce trou et ressortent par le suivant, ou inversement. Tous les sédiments remontés sont mis sur les côtés. Malgré la faible déclivité des galeries de ce système très ramifié, l'eau en provenance des montagnes est acheminée de manière fiable dans des citernes et de là vers les champs. Les parois des vieux canaux sont elles aussi en parfait état de conservation. Ruth Chadisolis a découvert des vestiges de ce genre de réseau hydraulique à Caral. Ces aqueducs ont été construits par les Nazca afin de disposer d'eau, car l'eau, c'est le pouvoir. Chaque communauté était dirigée par un chef et possédait ses propres aqueducs. Et tous ces chefs étaient eux-mêmes dirigés par un souverain à Cahuachi. Cahuachi était alors le plus grand centre cérémoniel du monde et s'étendait sur 24 km². Il était situé en plein désert, mais le fleuve lui procurait de l'eau. À Cahuachi, l'agriculture était florissante. Une situation favorable qui a permis la construction d'un des plus vastes complexes sacrés de l'époque précolombienne avec sa quarantaine d'édifices. 6 pyramides à degrés en briques d'adobe dominent le site qui s'étend sur les rives du fleuve Nazca. Depuis quelques années, ces temples grandioses sont en restauration. Des vents forts en provenance des eaux froides de l'océan balaient cette région chaude. Ces troncs de prosopis ont été plantés dans le sol il y a 2000 ans pour soutenir un toit. Aussi durs que de la pierre, ils ont résisté aux assauts des éléments. Julio Bendesu Sarmiento cherche un temple dont les murs sont agrémentés d'un ornement exceptionnel. Il s'agit d'une longue frise constituée de motifs en forme d'escalier dont la signification a longtemps interrogé les archéologues. Le chercheur y voit de l'eau qui coule sur des rochers. Un symbole de fertilité qui unit la déesse de la terre au dieu de l'eau et indiquerait le rôle central de ces divinités dans la société. Sur le site, on a découvert des modèles réduits en terre glaise qui nous renseignent sur le quotidien des habitants. Comme ce temple miniature orné de symboles divins. Une autre sculpture nous donne un aperçu d'un rituel mortuaire. On y voit un prêtre préparer la dépouille momifiée d'un dignitaire pour l'inhumation, une cérémonie réservée aux initiés. Les fouilles ont également révélé ce qui apparaît aujourd'hui comme un aspect cruel de la culture Nazca. Voici des poteries Nazca. La première est décorée de 2 oiseaux de proie, sûrement en train de tournoyer au-dessus de l'océan. Et sur l'autre, on peut voir des têtes coupées, probablement issues d'un sacrifice réalisé à un moment où l'eau venait à manquer et que les dieux exigeaient des offrandes. Ces crânes étaient attachés à une cordelette afin de les porter comme un trophée.
Malgré tous les rituels et les sacrifices, l'eau s'est raréfiée, y compris dans les aqueducs, en raison d'une baisse des précipitations dans les montagnes. Les archéologues ont retrouvé des traces de longues périodes de sécheresse. C'est précisément à cette époque que les habitants ont dessiné d'immenses animaux, sorte de messages magiques envoyés aux dieux pour obtenir leur faveur. Comme l'ont montré des mesures magnétométriques du sol, des chemins processionnels longeaient les géoglyphes. Les prêtres se déplaçaient autour des figures en jouant de la musique. De terribles événements ont dû se produire pour que les habitants en viennent à tracer ces monumentales supplications. Probablement une famine due au dessèchement des récoltes. Caral a peut-être connu un sort similaire lorsque le climat a subitement changé. Les ports d'Aspero et de Vichama fournissaient à Caral des produits de la mer, mais aussi du guano des îles côtières qui servait d'engrais. Aujourd'hui, le site archéologique de Vichama est menacé. Des paysans envahissent les vestiges de l'ancien port pour s'y installer et menacent même de mort les archéologues. Ils ne cessent de gagner du terrain. Par peur du conflit, les autorités se montrent complaisantes et les peines sont rarement appliquées. En dehors des gros centres touristiques, le patrimoine est souvent peu considéré au Pérou. Cela n'a pas empêché les chercheurs de réaliser récemment des découvertes sensationnelles qui pourraient enfin apporter des réponses aux mystères qui entourent la civilisation de Caral. Les résultats des fouilles ont aussi surpris Julio Bendesu Sarmiento. Mais depuis leur mise au jour, les hauts-reliefs calcaires, jusque-là protégés par le sable, sont menacés par le soleil, le vent et le sel. Les scientifiques nettoient et restaurent délicatement la fragile frise qu'un toit devrait bientôt abriter des intempéries. La frise la plus importante se trouve dans la pyramide centrale. Aldemar Crispin Balta, le responsable des fouilles, présente l'œuvre déjà entièrement restaurée à son visiteur. Ces sculptures exceptionnelles sont vieilles de 3500 ans. On a ici des hauts-reliefs anthropomorphes. On constate que certains personnages ont la tête en haut et d'autres en bas, et que leurs bras ont des positions différentes. On dirait qu'ils poussent des cris. L'analyse de certains ossements montre que les individus auxquels ils appartenaient avaient les oreilles endommagées par la plongée. Donc, c'est peut-être à mettre en relation avec leur activité en mer. Ce qu'on voit ici pourrait être une danse en lien avec la nourriture. On n'a pas encore totalement établi leur signification. Les archéologues pensent qu'il s'agit de danseurs portant des masques. Les monumentales représentations de poissons et l'idole en forme de crapaud devant laquelle les croyants déposaient des offrandes n'ont pas non plus révélé tous leurs secrets. Ça, c'est le crapaud humanisé de Vichama. Il sort la tête, il a des mains humaines et un éclair semble foudroyer son crâne. Tout cela traduit l'importance qu'avait l'eau pour l'agriculture des habitants de Vichama, autour de 1500 avant notre ère. Ici aussi, on trouve des corbeilles en roseau un peu partout dans les murs. Des chicras, comme à Aspero et Caral. On a une première couche de chicras, puis une autre de cendres, et ainsi de suite en alternance jusqu'au niveau du plancher. La technique des chicras a visiblement été améliorée dans la ville portuaire. Les corbeilles sont plus grandes et plus solides.
Il semble donc improbable que des séismes soient à l'origine de la disparition de cette civilisation. À Vichama, les archéologues ont fait une découverte qui offre une image rare de la population de Caral. Il s'agit d'une corbeille en roseau contenant une offrande de 3 statuettes en terre glaise non cuite. Les fragiles artefacts sont numérisés en 3D afin de mesurer leurs dimensions sans les endommager. La première statuette porte une chevelure peinte en rouge, du rouge à lèvres et un collier spécial. À l'évidence, une personne noble de haut rang. Dans la civilisation de Caral, les deux sexes sont traités sur un pied d'égalité. On a par exemple des statuettes où la femme porte des attributs qui, jusqu'à l'époque inca, étaient réservés aux femmes de pouvoir, tandis que l'homme la regarde avec crainte. Une autre figurine a les cheveux longs, mais comme ils sont jaunes et qu'elle est dépourvue d'attributs féminins, on l'identifie à un homme. Peut-être s'agit-il de l'époux de la femme aux cheveux rouges, et peut-être partage-t-il le pouvoir avec elle. La troisième statuette représente une autre femme, dont le visage est cette fois-ci maquillé de rouge. Le nombre inhabituel de ses doigts et orteils, 7 à chaque membre, suggère qu'il s'agissait peut-être d'une puissante prêtresse. Chaque jour sont examinées les dernières découvertes. À Vichama, on n'a retrouvé ni statues en or ni bijoux somptueux. Les archéologues sont friands de produits du quotidien, comme les restes de vêtements ou d'aliments. Les échantillons exhumés contiennent une grande diversité d'animaux marins, notamment des arêtes et des ocraniens d'anchois. On répertorie minutieusement les montagnes de restes de nourriture qui se sont amoncelées au cours des 1000 ans d'histoire de la ville. Voici une moule que l'on trouve encore sur nos marchés. Elle contient beaucoup de protéines. C'est un bivalve. On continue d'en manger de nos jours. D'autres espèces, par contre, ont disparu. Celle-ci ne vit plus dans les eaux péruviennes, mais on la rencontre encore plus au sud, au niveau du Chili. Depuis toujours, le destin des habitants de la côte est lié à l'océan Pacifique. S'il leur fournit des marchandises convoitées, il engendre aussi régulièrement des catastrophes naturelles. La localité de Puerto Supe, en plein essor il y a un siècle, connaît aujourd'hui un déclin économique. L'horloge de la tour qui surmonte l'ancien marché aux poissons a été financée par des marchands allemands. Bien qu'elle ne fonctionne plus, le monument reste emblématique de la ville. L'âge d'or de Karkin, le port voisin, n'est plus lui aussi qu'un lointain souvenir. Mais depuis l'époque de Caral, les habitants ont toujours pu compter sur l'océan pour leur subsistance, même si l'abondance n'est plus vraiment au rendez-vous. Julio Bendesu Sarmiento rend visite aux descendants des pêcheurs de Caral. L'archéologue est lui-même originaire de la côte péruvienne. Il a toujours eu soif d'en apprendre davantage sur les premiers habitants qui ont peuplé le littoral et se demande ce que les pêcheurs actuels savent encore de leurs ancêtres. Vous allez pêcher à quelle heure? À 3 heures du matin. Jusqu'à quelle heure? 8 ou 9 heures. Nos ancêtres venaient ici pêcher l'anchois. Ils ne les vendaient pas frais, mais secs. Ils les déchargeaient sur la colline. Il n'y avait pas de maison à l'époque. Puis ils les salaient et les laissaient sécher 2 ou 3 jours au soleil. Les anchois étaient alors prêts à être consommés.
Avant, on remontait des filets remplis d'anchois. Mais c'est fini parce qu'il y a de gros bateaux qui pêchent tout. Au XIXe siècle, le port a connu la prospérité alors que le Pérou y exportait du salpêtre naturel vers le monde entier. Mais la découverte des engrais chimiques a mis un coup d'arrêt brutal à ce marché. Aujourd'hui, il ne reste plus que de petits bateaux sur le rivage et faire de grosses prises n'est plus qu'un vœu pieux. Rapportez une courbine d'au moins 8 kilos. Bonne chance. Au large des côtes péruviennes se trouve un archipel rocheux où des millions d'oiseaux marins viennent se reposer et se reproduire. Ils laissent derrière eux une couche de fientes et de coquilles d'œufs de plusieurs mètres d'épaisseur, le guano. Des armateurs de Hambourg, notamment, envoyaient leurs grands voiliers vers les côtes péruviennes via le Cap Horn afin d'acheter le précieux fertilisant naturel. Aujourd'hui, les îles et leur faune sont protégées. Elles constituent un véritable paradis pour les oiseaux migrateurs, les pélicans, ainsi que les otaries à crinière, aussi surnommés lions de mer sud-américains. Grâce aux mesures de préservation, leurs colonies croissent à nouveau. Il y a désormais suffisamment de nourriture dans l'océan pour les nombreux jeunes animaux qui peuplent la plage. Les fouilles montrent que les paysans du Pérou ancien savaient déjà que le guano pouvait servir d'engrais. Ils se rendaient dans les îles aux oiseaux pour le prélever, mais aussi pour pêcher l'anchois. Pour prendre la mesure de l'importance millénaire de la pêche pour les populations côtières, il faut se rendre dans les hauteurs du port de Carquín. D'aussi loin que Doña Gloria s'en souvienne, sa famille fait commerce des anchois. Je peux m'asseoir? Prenez place. Quel travail! Ce sont des anchois. Oui, je suis en train de les préparer. Ils sont frais? Super frais. Je peux en goûter un? Je vous en prie. Merci. Ils sont délicieux. Ils sont de première fraîcheur, très chers. C'est mon mari qui les a pêchés. Je dois les vider pour qu'ils sèchent plus rapidement. Et pour éviter que les mouches ne viennent y pondre leurs œufs. Les pêcheurs m'ont expliqué qu'il y a de moins en moins d'anchois. Ils se font rares. Il n'en reste plus beaucoup. Avant, il y en avait 2, 3, voire 4 caisses. Mais maintenant, ça fait plus qu'un petit tas. Ensuite, les anchois étaient envoyés à Caral, puis troqués dans toute la région du Nord, en particulier contre les plumes d'oiseaux et les fruits d'Amazonie. Et c'est ce qui faisait la richesse de Caral il y a 5000 ans. L'océan offrait aux habitants une nourriture riche en protéines. Les champs irrigués leur procuraient des fruits et des légumes. Et le coton leur fournissait la matière première pour la production textile. Les fouilles n'ont livré aucune arme, ce qui suggérerait qu'ils menaient une vie pacifique. Ils écoutaient probablement aussi de la musique et pratiquaient la danse. Mais un jour, tout a changé. Après avoir brillé durant un millénaire, Caral est entré en crise. La population a dû abandonner les centres urbains, car la cité ne recevait plus d'eau des montagnes. La crise climatique a commencé vers 1900 avant notre ère. Un déclin que l'on peut également constater à Vichama. Dans ce bâtiment, 2 parois présentent des hauts-reliefs. Celui-ci reproduit une danse rituelle en lien avec l'alimentation.
Et celui situé là en bas, qui a été réalisé au même moment, évoque la période de crise. On a là des individus dont les côtes sont saillantes, encadrés aux extrémités par 2 squelettes. Cette danse macabre avait-elle pour but d'implorer la miséricorde des dieux alors que les moyens de subsistance de la population s'amenuisaient? Ces frises sont là pour nous rappeler les effets qu'a eu le changement climatique. Le peuple de Caral a abandonné ses villes et émigré. On pense qu'ils se sont rendus à 200 km plus au sud, où s'étendent aujourd'hui les faubourgs de Lima. Alors que Caral connaissait le déclin, un nouveau centre du pouvoir du nom de Garagay émergeait là où de nos jours se situe la capitale péruvienne. Les vestiges des lieux de culte sont aujourd'hui cernés de quartiers résidentiels tentaculaires. Parfois, les archéologues sont contraints de recourir aux armes à feu afin de protéger le site historique des envahisseurs et des pillards. Les spectaculaires frises des murs de la pyramide principale n'ont pas encore été toutes mises au jour. Mais avant même leur restauration, elles comptent déjà parmi les découvertes archéologiques majeures de ces dernières années au Pérou. Voici le relief le plus important qu'on ait exhumé à ce jour à Garagay. Il surpasse de loin tout ce qu'on a trouvé jusque-là. Admirez l'expressivité, le jeu des couleurs et des ombres. Voyez la profondeur que lui confère l'utilisation du noir pour faire ressortir les volumes. C'est pratiquement une image en 3D. Il nous reste une série de hauts-reliefs à dégager. Mais le plus impressionnant, c'est la frise du félin. On l'a baptisée ainsi parce que la figure possède toutes les caractéristiques d'un jaguar. Les crocs, les taches sur la tête, le corps élancé, la queue épaisse. Il pourrait s'agir d'un individu costumé, parce que ses pattes arrière sont au sol, alors que celles de devant sont en l'air. Ça donne l'impression que c'est un personnage déguisé en félin. À Garagay, les prêtres dansaient revêtus de costumes d'animaux, comme dans les rituels de Caral. C'est une tradition héritée de Caral, non? On est à la fin de l'archaïque tardif, une période qui a vu naître l'agriculture et l'élevage et où on commence à construire des édifices monumentaux comme celui-ci. Caral est la quintessence de cette tradition sur la côte nord centrale. Quand cette civilisation disparaît, un processus analogue démarre dans la région de Lima. Le Pérou n'est pas un pays homogène. La côte est plus désertique et au milieu de ces déserts, on trouve des vallées verdoyantes. Et ce sont justement ces oasis de vie avec de l'eau et de la végétation qui vont permettre à ces sociétés de se développer. Des pyramides toujours plus imposantes s'élèvent sur la côte péruvienne. Les cités construites en adobe se muent en métropoles comparables aux mégalopoles de Mésopotamie, d'Inde ou de Chine. Cahuachi est même considéré comme le plus grand centre cérémoniel de son époque. La renommée des splendides temples et forteresses de l'Empire Inca repose elle aussi sur le savoir-faire architectural parasismique de la civilisation de Caral. À ce jour, les puissantes murailles de Cusco et du Machu Picchu ont survécu à tous les tremblements de terre.
Les innovations apportées par la civilisation de Caral ont influencé le monde andin durant des millénaires. En ce qui concerne l'exploitation optimale des sols désertiques et la gestion efficace de l'eau, ou encore l'obtention des matières premières et leur réutilisation après usage. De manière générale, le peuple de Caral a tiré profit de la nature sans la détruire. Contrairement à nombre des empires qui lui ont succédé, la civilisation de la plus ancienne ville connue du continent américain a peut-être pu prospérer sans recourir à l'oppression ni à la guerre.